La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio des patients de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission Une heure ensemble. Et aujourd'hui, je reçois à nouveau Hervé Nicolas. Bonjour. Bonjour. Donc Hervé, on se connaît depuis de nombreuses années via ton activité associative, puisque tu fais partie de l'association Nemcocho, qui est une association de geeks, une association de... On peut dire ça comme ça, oui. Voilà, une association de sauvegarde de patrimoine vidéoludique. Donc j'invite les gens qui s'intéressent aux jeux vidéo à taper sur Google Nemcocho, aller voir ce qu'ils font, c'est extraordinaire. Mais aujourd'hui, on ne se voit pas dans c'est l'association de mon fils, je précise. Oui, l'association on en voit un du fils. petit bout, là. Voilà, dont la... Voilà. Il est là. Et le fils dont la maman est la présidente de l'association. On est obligé, c'était la seule façon de lui faire supporter tout ça. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, donc, je te reçois avec une autre casquette, même si c'est une casquette de jeu vidéo, encore une fois, que tu as sur la tête. Oui. Voilà. C'est ta casquette d'écrivain aujourd'hui. Absolument. Alors, dis-nous tout, puisque tu es écrivain, tu viens de sortir un livre, alors on va en parler après, mais... Parle-nous de ton CV d'écrivain, si je puis dire. Depuis quand tu fais ça et qu'est-ce que tu as déjà fait dans ta carrière ? Depuis très longtemps, en fait. Depuis l'âge de 20 ans. Donc, ça ne me rajeunit pas, j'en ai 46 aujourd'hui. Donc, j'ai écrit beaucoup de livres sous pseudo. Heureusement, parce que c'était des livres roses. Qu'on appelait ça, oui. Ah bon ? Mais oui. J'en découvrirai tous les jours avec toi. C'est comme ça. Et après j'ai fait des livres, par exemple, sur, comme j'ai l'activité associative, tu en as parlé juste avant, j'ai fait notamment un bouquin sur l'histoire du jeu de société. Oui, je crois en avoir entendu parler. Oui, parce qu'en plus, on était venu te voir à l'époque à Boulogne, d'ailleurs. Voilà, dans le cadre de la ludothèque de Boulogne-Billancourt. Absolument, où il y avait une grosse collection de jeux de société. Et j'ai fait un bouquin sur Minecraft aussi, qui est une sorte, pour ceux qui ne connaissent pas, une sorte de Lego virtuel. Voilà, donc je continue à écrire aussi, ça c'était chez Hors Collection. On a participé au dernier livre de Marcus également, etc. Donc oui, il y a toujours une activité d'écriture. J'ai fait des 4e de couve pour Fayard, et des fiches techniques pour Fayard aussi, voilà. Donc j'ai essayé toujours de vivre de ma plume. Et je continue, voilà. Donc, et avec un rythme assez effréné, parce que vous m'avez demandé à peu près combien j'écrivais de pages par jour. Je compte plus, on n'est plus à la machine à écrire, on comptait par page avant. C'était facile, hein, on faisait ça. J'ai connu ça, hein. Je prenais ma page et je la posais, et je savais qu'aujourd'hui j'avais fait 60 pages. Donc c'était beaucoup. Mais c'était bien, mais il fallait tenir le rythme. Et là, je me suis imposé un rythme avec les Guy Nichols, qui sont donc mes nouveaux romans, qui en plus est une série de romans, parce que je veux faire ça un peu comme une sorte de défi, c'est-à-dire j'en sors un tous les 2 mois. Voilà, parce que je veux vraiment être dans une esprit... Tous les 2 mois. Ouais, tous les 2 mois. Pendant combien de temps ? Je sais pas combien de temps je vais vivre, donc je peux pas répondre à cette question. Oui, mais tu vas pas faire 2 mois à vie. Est-ce que tu as déjà prévu un nombre de tomes ? Je peux faire 2 mois à vie, oui. Oui. Ah oui, non, c'est... Mais San Antonio, il s'est arrêté quand le pauvre a disparu. Et encore, non, je dis une bêtise, puisque son fils a repris le flambeau, ce qui est assez extraordinaire d'ailleurs, où il s'est arrêté à plus de 200. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas ? Moi, les héros, en fait, ont les épaules pour le faire. Moi, je suis accessoire là-dedans. C'est eux qui vivent entre mes lignes. Moi, je suis là pour les faire vivre, eux. En plus, ils sont à la maison ici aujourd'hui. Et donc, je rappelle le titre de ton roman. Donc, c'est la saga Guy Nichols. Oui, absolument. La vie commence hier, qui est le 1er tome. Alors, pour les auditeurs qui peuvent nous voir à la caméra, vous allez voir. Alors, attends, moi, ça va être plus simple. Ouais, c'est plus simple, toi. Wow. Voilà. De toute façon, je vous invite à taper sur Amazon, puisque c'est une vente exclusive. Oui, c'est sur Amazon. Amazon en format papier pour l'instant, et quand le 2e sort en septembre, la version Kindle devient disponible. Et alors, justement, petit aparté par rapport à cette sortie sur Amazon, c'est-à-dire que là, tu t'auto-édites, si j'ai bien compris. Comment ça se passe ? C'est pas vraiment de l'auto-édition, parce que je suis allé voir les gens d'Amazon avant, en fait. D'accord. Et un peu pour voir comment ça se passait. Parce qu'un éditeur classique aurait du mal à sortir un livre tous les 2 mois maintenant. Il ne serait plus dans cette optique-là. On n'est plus justement au temps de San Antonio.
ou même San Antonio, je crois, sortait tous les 3 ou 4 mois, enfin voilà, ce rythme-là. Moi, je tenais vraiment à avoir ce rythme de 2 mois. Un mois, c'était pas possible. C'était possible en écriture, mais pas en préparation, parce qu'après, il reste la correction, la mise en page. Et comme il y a tout un tas de choses nouveaux en fait dans ce roman, où j'ai bien regardé un peu ce que faisaient les collègues, j'ai plein de collègues écrivains et d'amis, et j'ai bien regardé ce qu'ils faisaient aussi, et je voulais amener quelque chose de nouveau en fait dans le roman, pour que ça se lise vraiment dans cet esprit visuel. C'est-à-dire théoriquement quand on lit mes lignes, on voit la scène, vraiment. On a vraiment l'impression de regarder une série, quoi. Et ce que je voulais, c'est que mes personnages, on puisse s'y attacher et avoir l'envie de connaître la suite et ce qui va se passer ensuite. Voilà, et d'avoir un peu l'impression, et j'ai déjà des retours sur des lecteurs qui me disent que, encore ce matin, j'ai l'impression de vraiment les connaître. Et d'être avec eux, et du coup je veux savoir ce qu'il advient de leur vie et de ce qu'ils font, quoi, tout bonnement. Et entre un premier roman et un second, il ne va pas se passer 3 ou 6 mois. Je ne vais pas vous faire le livre en disant 3 mois après, 3 mois plus tard, 6 mois plus tard. Non, 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 non. Ils sont enchaînés. Donc l'histoire se suit avec un Absolument. rythme de sortie tous les 2 mois. C'est ça. En fait, c'est un peu comme tu le disais, un peu comme une série télé. C'est-à-dire que tu vas raconter une histoire et tu vas voir la suite au prochain épisode. Alors bon, un rythme hebdomadaire pour les séries télé, mais toi, ça va être l'histoire, tous les 2 mois. L'histoire, j'ai essayé aussi de faire un truc qui ne sont pas réellement faits dans les séries, où là, on est quand même sur un roman, on n'est pas dans une série de télé de 46 ou 52 minutes ou même 1 heure. C'est-à-dire qu'il va y avoir une histoire, en fait, dans l'histoire un peu, et... j'ai volontairement, par contre, supprimé le mot fin, en fait, de chaque roman. Il n'y a pas le mot fin. Mais ça laisse pas le lecteur en disant « on ne sait pas ce qu'il advient, machin ». Non, on a déjà une quantité de réponses au bout d'un roman. On sait déjà plein de choses. Mais j'ai fait qu'on ait envie de, quand même, connaître la suite. Où j'arrête pas mon lecteur en disant « Oh là là, mais non, il faut attendre 2 mois. » Voilà, quand même pas. Oui, comme les fameux cliffhangers où tu arrêtes au milieu d'une scène, il faut absolument attendre. Ouais. Alors, ce qui est des fois pénible dans une série américaine ou autre, c'est que des fois, il faut attendre des mois et des mois parce que là, il faut le tournage. Moi, les images, elles sont dans ma tête et je les retranscris avec mes mots. Mais j'ai pas toute cette logistique énorme de tournage, de montage et autres. Moi, j'écris mon bouquin, j'ai un ami qui est correcteur, voilà, qui a un très très bon niveau de correction et qui me fait la correction. Donc moi, je peux vraiment me concentrer sur l'écriture. Et ensuite, vient le travail de mise en page. C'est pas moi qui fais ça. Vous allez comprendre pourquoi après. Je serais pas capable de faire ça. Et puis le travail de mon graphiste qui signe une couverture là que j'adore, tout bonnement. Je lui ai un peu donné carte blanche. C'est lui qui a décidé de mettre le regard de. Alors comment il s'appelle pour lui faire un petit coup de pub? Là, on l'a carrément. C'est Asroth en fait. C'est Frédéric Thomé. Il s'appelle Frédéric Thomé. D'accord. Et il œuvre beaucoup dans l'univers justement geek. Il a travaillé pour Pix & Love notamment, où il a fait un bouquin sur Rayman, où il travaille aussi sur les personnages de Dragon Ball, beaucoup. Il fait plein de salons comme ça, de Japanimation, de geek, et j'adore. Il a un niveau en fait de travail où il peut taper dans toutes les directions un peu. Et c'est ça que j'aime bien, quoi. C'est un vrai artiste comme on peut l'imaginer. J'invite les auditeurs à aller voir la couverture. Effectivement, c'est entre la BD, c'est ça. Le tableau. Enfin, c'est. Ouais. Et c'est un personnage du livre, voilà. Et il y aura toujours un personnage du livre. On découvrira. Faudra attendre le 2 pour découvrir à quoi ressemble Guy Nichols en fait. Voilà. Parce qu'évidemment, Guy Nichols, le nom sur le bouquin, c'est aussi le héros, on va dire, principal. Même si j'ai tendance à croire qu'il n'y a pas réellement de personnage secondaire dans mes romans. C'est-à-dire que c'est lui, évidemment, puisque ça porte son nom, Guy Nichols. Mais tous les personnages qui tournent autour de lui, j'ai essayé de les amener à son niveau. Voilà, notamment les 2 femmes qui tournent autour de lui, là. Pour moi, elles sont aussi importantes que lui. Mais... Alors, moi, j'ai une question peut-être naïve, mais quand j'ai vu ton roman, je ne vois pas ton nom sur la couverture. Quand tu voyais un roman de San Antonio, c'était pas écrit Frédéric Dard. Tu cites beaucoup en référence. Oui, parce que
il avait cette... je vais mettre des gros guillemets quand même, hein, parce que il avait cette facilité d'écriture en fait, où je me reconnais. C'est-à-dire que j'ai pas de syndrome depuis que j'écris, depuis l'âge de... J'ai dit 20 ans tout à l'heure, non. Oui, j'ai édité des choses quand j'avais 20 ans, mais j'écris depuis l'âge de 14 ans, ou 13-14, où j'avais fait une rédaction, même quand j'étais en primaire, qui avait été affichée dans 2 écoles là-bas, pour montrer un peu, voilà. Et j'ai toujours aimé ça, écrire. Et Frédéric Dard avait cette vitesse d'écriture, en fait, puisqu'il tournait à 60 pages par jour, à peu près. Et 60 pages par jour, c'était ma moyenne, en fait, à l'époque. Voilà. Et maintenant, je ne suis pas très loin. Aujourd'hui, j'ai été tellement plongé dans un des Guy Nichols, je crois que c'est le 6e. Oui, j'en ai déjà. Oui, quand on sort un roman tous les 2 mois, il faut en avoir d'avance. C'est le seul moyen d'y arriver. Sinon, tu pars pas en vacances. Ouais, non, mais je pars jamais en vacances. Enfin, je pars en vacances, mais je pars avec mon meilleur ami qui est mon Mac. On a le droit de citer une marque, pardon. Avec mon ordi, en fait. Et je me sépare jamais de lui. Partout où je vais, là, il est là et je suis avec lui. Et je peux me. J'ai accompagné la fille de ma meilleure amie à un moment donné chez le kiné, et dans la salle d'attente du kiné, j'étais en train d'écrire un Guy Nichols. Et donc là, j'ai fait 82 pages une fois. Ouais. Et donc là, tes romans, donc tu vas les sortir avec Guy Nichols. Moi, ce qui me perturbait, c'est que sur Amazon, on disait l'auteur Guy Nichols. Je dis mince, je comprends plus. Je pensais que c'était le nom du personnage. Non, c'est vraiment. Tu dis, c'est vraiment j'ai voulu. J'ai pseudo. Oui, parce que même à l'intérieur, dans la page copyright, c'est marqué texte de Guy Nichols. Ouais, ton nom n'a pas, ton vrai nom n'a pas. Non, je l'ai dit, la référence, je l'ai redonnée. C'est comme San Antonio. Tu t'es créé un personnage. Et même quand Frédéric Dard n'écrivait pas un San Antonio, il pouvait écrire La vieille qui marchait dans la mer, ou voilà, faut-il tuer les petits garçons qui ont les mains sur les hanches, et c'était signé San Antonio. Et ça vient d'où cette inspiration, Guy Nichols? Guy Nichols, déjà Nichols, le nom, je lui ai rajouté le H de mon prénom. Voilà, et puis j'ai supprimé le A de mon nom. Et Guy Nichols parce que mon fils s'appelle Guillaume, et puis voilà, que c'est mon fils adoré. Donc, et Nicole Nichols, Nicolas, voilà, Nichols, je supprime le H, je rajoute le H, et comme mon héros a des origines irlandaises, Nichols avec un H, ça convient parfaitement, quoi. Voilà. Tout se regroupe. Et oui, absolument. Ouais. On va faire une première pause musicale. Absolument. Parce que tu me parles de musique irlandaise. Je fais oui, ça, j'y tiens. Voilà, tu me parles de consonance irlandaise. On va écouter de la musique irlandaise, celtique. Voilà, les Corrs. Les Corrs, puisque je sais que tu adores ce groupe. Je suis assez fan. Je suis fan de plein de choses, de leur musique et de cette famille et de leur façon de travailler. Je suis fan de plein de trucs. Et ce que tu me disais, leur état d'esprit, puisque toi, ton association, vous travaillez en famille. Absolument. Donc c'est avec ta femme qui n'est pas là mais qu'on embrasse, et puis tes 2 enfants. Donc ils sont là. Un peu comme les Corrs à ton niveau. C'est les Corrs, c'est un peu ça. les Corrs du jeu vidéo, on va dire. Voilà. C'est un peu ça. Et donc le premier morceau qu'on va écouter ensemble, je te laisse annoncer le titre. Je t'ai mis, je crois, Road to Eden. Moi je sais que c'est la piste 4, c'est tout donc ce que je sais. Donc la piste 4 c'est Road to Eden. J'ai une anti-sèche, je montre. Voilà, désolé. Moi j'ai les numéros, il a les titres. Voilà. Allez, on y va. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré. C'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble. Et aujourd'hui, nous la passons, cette heure avec Hervé Nicolas, alias Guy Nichols, pour son roman, le premier d'une très longue série qui s'appelle La vie commence hier. Et donc, on parlait avant la pause musicale de ton rythme d'écriture. Oui. Tu nous disais que tu allais déjà en sortir un tous les 2 mois, que tu en avais plusieurs d'avance, que tu étais capable de sortir 50-60 pages par jour. Moi, ce que j'aimerais comprendre, c'est le processus d'écriture. C'est quelque chose qui m'est totalement inconnu. C'est-à-dire... oui, d'accord. Se mettre devant une page blanche et écrire. Voilà, à quel rythme, dans quelles conditions tu fais ça Alors, dans quelles conditions? Alors, dès que j'ai ça peut paraître bizarre, mais dès que j'ai un moment à la maison, je me pose
et j'écris. Donc j'essaie de trouver le moment où ça va être le moins perturbé possible. C'est-à-dire qu'en général, je réponds rarement au téléphone. Je préfère les textos parce que je peux y répondre quand je veux. Le téléphone, ça me dérange toujours un peu. Et sinon, j'ai l'avantage, on est en plus dans un hôpital, c'est très mauvais, je le dis, c'est très mauvais pour la santé, mais enfin bref, je ne dors que, depuis que je suis tout petit, que 4 heures par nuit. Je dors que 4 heures par nuit, ça me suffit, ça me va bien, parce que je fais forcément, à un moment donné, une micro-sieste de 30 minutes dans une journée. À un moment donné, dans la journée, je vais dormir 30 minutes. Voilà. Et en 30 minutes, je recharge ma batterie qui va tenir pour la nuit, et là, après, il y aura besoin de 4 heures. Et des fois je déborde et là je sais que j'ai pas les 4 heures de semaine et le lendemain devient très compliqué et si on les accumule c'est pas bon du tout. Donc du coup ça me permet d'écrire longtemps, d'écrire la nuit, donc d'être coupé de tout ce qu'il peut y avoir en journée. Et en plus d'écrire la nuit, je me coupe du monde parce que j'écris toujours en musique. Voilà. Et du coup, j'ai une particularité aussi dans les Guy Nichols, c'est que le héros, bon, voilà, Guy Nichols, qui était un peu aussi ma façon de penser, quand il parle, ou voilà, donc, de façon dont il agit, c'est ma façon de penser quand j'avais son âge, c'est-à-dire 25 ans à peu près. Et j'arrive toujours à donner une musique dans ma tête à une personne pas que je côtoie assez souvent. Il y a une musique qui lui correspond. Ou alors il y a un lieu, un endroit. Il y a des gens, quand ils rentrent dans une maison, c'est une odeur, quelque chose, voilà, une atmosphère. Et moi, depuis tout petit, c'est une musique, c'est une chanson. Voilà, et du coup, je retiens énormément de paroles de chansons. Voilà, dès que ça passe à la radio ou autre, boum, je peux enchaîner la chanson, parce qu'à force et du coup, dans les Guy Nichols, au début de chaque bouquin, il y aura ce que j'appelle un mix, en fait. Donc on le voit là, hein, tu tournes tes pages 4, et il y a un mix, en fait, mix Guy Nichols volume 1. D'accord. Et on a un certain nombre de chansons. Et je préviens dans le texte, en fait, que le héros dit, à chaque fois c'est marrant, à chaque fois je le vois lui, je peux pas m'empêcher, je pense à cette chanson-là. Et j'invite en fait mes lecteurs à écouter la chanson au moment où le héros en parle. Parce que mon écriture, alors là, vraiment pour le coup, là ça me prend un peu de temps. J'essaie de faire correspondre la taille de mon paragraphe à la longueur de la chanson, en minutage. Ouais, je fais vraiment ça, je suis désolé. Ouh là là, ça va loin. Non, mais en fait, il y a des moments, par exemple dans ce qui sera le Guy Nichols, le volume 3, et vraiment, toute la scène, elle est calquée sur cette musique. Et pourquoi ? Parce que pour moi, ça doit être très visuel comme écriture. Et si on regarde un film et qu'on coupe la bande-son, c'est plus le même film. Exactement. Voilà. Et la scène, quand elle est tournée, elle correspond toujours, théoriquement, à cette musique. Après, ça change, on passe à autre chose. Et dans le bouquin, moi, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça parce que quand je l'écris, je l'écoute, la musique, toujours. Et je cherche des fois. Et ça me vient comme ça dans l'esprit, je dis, il se passe ça comme moment. Par exemple, il y a un moment assez intense entre deux personnages, et j'ai mis une chanson que j'aime énormément, qui est une chanson du groupe Texas, qui s'appelle Put Your Arms Around Me, et ça correspond vraiment à ce qui se passe, en fait. C'est de la mise en scène cinématographique. Mais pour du roman. Ouais. Donc c'est assez original, mais toujours ce... Pour moi, c'est indispensable, quoi. Je peux pas faire autrement. Toujours ce goût que tu as pour les films, les séries. Ouais. Voilà. Ouais, je pense que un roman, c'est un film qu'on se fait dans la tête, quoi. Et quand on le lit, quand on est auteur, évidemment que c'est un film qu'on se fait dans la tête et on le retranscrit. Et quand on est lecteur, on les voit, les images, quoi. On les voit. Je pense que quand on est vraiment dans son roman, on est bien dedans et on voit tout. Et là, en plus de voir, ils auront le son. Donc je les invite vraiment à écouter. Voilà, donc on voit dans le premier, il y a Luca de Suzanne Vega, Sento. Il y a même des chansons très anciennes. On voit du Sento Journey de Catarina Caselli. Voilà. L'Écorce, tiens, encore. Bizarre. Cranberries. Ah, il y a l'Écorce, c'est bizarre. Hein. Il y a Bruno Mars que j'adore. Il y a Barry White, voilà, ou Bastank, voilà, pour un moment un peu plus pénible du livre. Voilà. Et l'Écorce, c'est le seul qui ont le droit à 2 morceaux, hein, par rapport aux autres. Hein. Tiens, dis donc, ouais, t'as raison. C'est bizarre, ça. C'est bizarre, hein, c'est marrant. Hein, Attends, j'en ai retiré un en plus. C'est vrai.
J'en ai retiré, j'ai dit c'est abusé. Non, j'ai retiré. J'ai dit non, j'ai mis 3 fois l'écorce, non, c'est abusé. Non, et donc du coup, ton rythme, combien de temps tu peux passer, tu te mets devant l'ordinateur, tu commences à écrire. Ouais. Quand tu me disais 60 pages par jour, c'est petit bout par petit bout éparpillé dans la journée, ou c'est 60 pages d'une traite que tu vas faire? Alors c'est les deux, mais en général, ça peut être les deux. Voilà, c'est qu'à la fin, ça fait 60 pages. Ça peut faire plus, ça peut faire un peu moins, mais c'est pas 60 pages obligées chaque jour. Hein, je suis pas. Non, mais je veux dire, mais ça peut. Quand tu me parles de moyenne de 60 pages, est-ce que tu vas en faire par exemple 10 le matin, 10 le midi, puis l'après-midi, puis tu reprends le soir, ou est-ce que tu t'enfermes dans une pièce pendant 3-4 heures et là, tu bosses, le soir, on va dire que la nuit, il y a au moins 40 pages qui tombent et le reste est fait dans la journée. On va dire, pour te donner un exemple, c'est un peu ça. Voilà. C'est vraiment la nuit où j'écris le plus. Et 40 pages, combien de temps ça prend à titre ça peut prendre des heures, comme ça peut aller très vite. Et c'est bizarre. Et il n'y a pas de timing, quoi. C'est parce que je sais pas. Il y a des moments où je m'énerve sur mon Mac, ou mon ordi, pardon. Je m'énerve dessus parce que en fait, il va pas assez vite. C'est-à-dire que je frappe tellement vite que mais l'esprit va encore plus vite. Donc je frappe pas assez vite. Quoi, et quand il y a une touche qui se fait mal sur le clavier, ça peut arriver, bon c'est de ma faute, hein, c'est pas de la sienne, et du coup je suis obligé d'effacer, et ça m'énerve. Mais bon, après j'y arrive quoi. Voilà, c'est un outil indispensable et c'est un truc de dingue quoi. Je vois l'évolution de ces machines-là, c'est formidable quoi. Et vraiment, je sais pas, j'ai essayé d'amener des choses nouvelles dans le roman, bon, côté musical et autres. Mais j'ai aussi... il est très contemporain, je veux dire. Ces romans-là sont très contemporains. C'est-à-dire, c'est Emmanuel Macron qui est président. Voilà, ça se passe maintenant. C'est-à-dire que quand il passe ça se passe maintenant avec le Concorde sur la couverture. Ça m'avoue un truc, c'est que tu l'as pas lu. Je te l'ai dit avant l'émission. Non, mais c'est moi, c'était pour te balancer devant le. Voilà. Non, en fait. Parce que je l'ai pas reçu en cadeau. Tiens, en fait, j'ai une passion. Voilà. J'ai une passion. J'ai pas pu faire autrement. J'ai une passion pour cet avion. Où pour moi, on n'a jamais rien fait de plus beau. Voilà. Et il se trouve que un des personnages du livre s'appelle Henri Dumont, qui est un milliardaire philanthrope, qui était, on le verra dans son passé, un requin de la finance comme il y en a plein. Un des meilleurs malheureusement, voilà, et qui s'est réveillé un jour en disant mais gagner de l'argent, ok, non, mais maintenant on va le faire, on va partager tout ça. Et c'est pas pour ça qu'il n'a pas gardé des passions. Il a une collection de voitures impressionnante. Il a fait réhomologuer et retransformer entièrement le Concorde, voilà, pour se déplacer en Concorde, parce que juste pour la beauté de l'avion. Voilà, donc il a fait plein de choses comme ça. Et il se met à racheter des sociétés à tour de bras tout le temps. Sauf que au lieu de les fermer ou de virer du monde, il les augmente, il rembauche, et ses entreprises sont numéro 1 tout le temps. Parce qu'en fait, il n'a jamais d'arrêt de maladie, il n'a jamais de problème, il n'a pas de grève. Il a des entreprises qui marchent du tonnerre. Donc le problème, c'est qu'il se fait plein d'ennemis, parce qu'il est en train de montrer un exemple que personne ne veut suivre. Donc il se fait tellement d'ennemis qu'à un moment donné, il est obligé de céder aux sirènes hurlantes des deux nanas qui bossent pour lui, une communicante et son bras droit. Hein, le bras droit, c'est la petite dame magnifique qu'on voit sur la 4e et dont on voit les yeux en première de couve. Et qu'il faut être protégé. Et lui, il veut être protégé, mais avec des gens en qui il a une confiance totale. Donc, ça fait des années qu'il essaie de ramener Guy Nichols dans son giron, qui est un ancien champion olympique de tir, où c'est le seul qui a été 9 fois médaillé dans la même Olympiade à Londres. Donc, il a les 9 médailles d'or. Il a fait mieux que Michael Phelps, en fait. Voilà. Donc, j'ai été voir. Donc, je suis allé voir. Elle a fait des tirs, machin, tout ce qui pouvait se faire. Nanana. Donc, j'essaie d'étayer mes propos avec des choses qui sont réalisables. On pourrait réhomologuer le Concorde, on pourrait le faire, ça coûterait très cher, hein, mais voilà, lui il a l'argent, ça tombe bien. Et qui t'a inspiré pour ce rôle de richissime philanthrope? Est-ce que quelqu'un t'a inspiré? Moi, si j'étais très riche. Toi, si t'étais très riche? Ouais, c'est tout. J'adorerais faire tout ça. Donc, si t'étais très riche, tu m'inviterais sur ton Concorde, c'est bien ça? T'inviterais, oui, sans aucun problème, oui, mais j'essaierais surtout de racheter un tas de sociétés
Et je sais pas, alors on me traiterait de grand schtroumpf, on me traiterait de paternaliste et tout, et j'en aurais rien à foutre. Et j'aurais juste envie que les gens, chaque fois qu'ils vont bosser dans une boîte qui m'appartient, ils le fassent avec le sourire et qu'ils sachent que je suis derrière eux tout le temps. Et que je suis fier de ce qu'ils font. Parce qu'une entreprise sans ses employés, elle est rien. On sent le côté responsable d'association qui est derrière. Oui, c'est vite dit parce que moi, mon association, c'est juste ma famille. Et ma femme est présidente de cet asso. Et c'est mon fils le président. Moi, je suis juste secrétaire. Tu vois, oui, mais pour te connaître depuis des années, ce côté où tu aimes partager, tu aimes qu'on se sente bien. Tu fais un travail. Oui, je sais que c'est important pour moi sur les stands de mon asso où les gens ils débarquent et ils disent on a l'impression d'être à la maison. Et quand ils lisent sur mes romans, j'ai vraiment envie que, aux côtés de mes héros, en fait, ils se retrouvent pas forcément à la maison, mais qu'ils se sentent bien avec eux. Oui. Et je pense que j'ai fait un medley entre des phases qui sont, on me le dit, enfin c'est les retours que j'ai pour l'instant, on me dit des phases qui sont très drôles, des phases qui sont plus dures. Et des phases où on m'a dit, moi j'ai lu le roman, j'ai ri, mais j'ai pleuré, mais vraiment pleuré, mais par moments, comme pour un film. Et quand tu dis que tu as eu des retours, comment ça se passe? Puisque, pour en revenir tout à l'heure, donc aujourd'hui il est distribué sur Amazon depuis depuis le 12 juillet, je crois. Voilà, c'est très récent. J'ai mon communicant pas loin, je lui demande, c'est le 12 juillet, il confirme. Et donc, comment ça se passe? C'est-à-dire que les lecteurs, comment ils vont te contacter pour te faire des remarques? L'avantage d'Amazon, c'est qu'on peut mettre un commentaire. Le commentaire, on peut y répondre. L'avantage aussi, c'est les réseaux sociaux. Donc, oui, d'ailleurs, j'ai vu quelqu'un qui a demandé si c'était une histoire vraie, autobiographique, le coup d'avoir gagné. J'avais vu ça sur un... Je t'assure, sur ton réseau social, à un moment, il y avait quelqu'un qui demandait est-ce que c'est une histoire vraie ou je sais pas quoi. Je te jure, je me suis dit, c'est peut-être sarcastique, parce que quelqu'un qui te demande si toi, tu étais sportif de haut niveau. Bah, c'est écrit roman en bas, donc... Je me suis demandé, j'ai dit, c'est une blague. Je suis pas si mauvais que ça en tir, mais... mais 9 fois médaillé, ça se saurait quand même. Je fais partie d'une génération où on a fait l'armée, et j'étais bon en tir, mais ça s'arrête là, c'est tout. Et j'en fais pas. Je suis pas un spécialiste. Je fais pas de tir. Voilà. Et du coup, aujourd'hui, justement, les réseaux sociaux, Amazon, ça te permet d'avoir un lien direct, en plus des salons que tu vas faire, je l'espère. Je serai le 29 novembre à Ambroise-Paré. Voilà, c'est ce que j'allais dire. D'ailleurs, on a un salon Lire à l'hôpital. Donc, j'invite tous les auditeurs qui seront ressortis d'ici là, en pleine forme chez eux, à revenir à l'hôpital dans le cadre du salon. Vous allez voir, c'est très sympa. On fait pendant toute une journée avec plus d'une dizaine d'auteurs. Enfin, voilà. Et je peux dire, vingtaine, pardon. Et je peux dire qu'en plus, Guy Nichols à Ambroise-Paré, et il sera à la maison. Parce que ceux qui vont lire ce roman, une partie du roman, certains passages, se passent à Ambroise-Paré. C'est-à-dire que, et c'est un pur hasard, c'est juste parce que la maison d'Henri Dumont est une sorte de manoir anglo-normand qui se trouve à Boulogne. À une rue d'ici, voilà, c'est juste à côté. Et il a une telle passion, cet homme, pour la médecine. Il aurait aimé être médecin, il le dit, il n'en avait pas les capacités, il aurait aimé. Et à un moment donné, j'ai fait, alors ça reste un roman, j'ai fait qu'en fait, il a tout bonnement racheté cet hôpital d'Ambroise-Paré. Il en a fait un gros hôpital universitaire comme maintenant, et par contre, je l'ai débaptisé, c'est-à-dire qu'il s'appelle l'hôpital Henri Dumont. C'est le seul immeuble qui porte son nom. Rien ne porte son nom. Sur le Concorde, c'est écrit Concorde, par exemple. Il n'y a pas écrit, comme on a vu, nous, c'est jamais été écrit Concorde sur le Concorde. Là, il est écrit Concorde. Et il n'a pas écrit Henri Dumont, quelque chose. Mais par contre, l'hôpital, oui, il a mis son nom, il en est fier, quoi. Et d'ailleurs, il s'y rend... il y a une bonne raison pour ça, d'ailleurs. Il s'y rend tous les jours. Et donc... Mais ça, on découvre ça dans le 5, je crois. Ah bah... Voilà. Allez, faut attendre. Tu fais du teasing là déjà, déjà. Oui. Et donc on va reconnaître justement ce lieu. Et quand je te parlais du contact, puisqu'on parlait du salon du livre à Ambroise-Paré, Lire à l'hôpital, donc là tu seras en contact direct sur les salons du livre aussi. Mais ce lien qu'on a avec les lecteurs sur les réseaux sociaux, qui est un phénomène très nouveau, qu'est-ce que ça t'apporte toi d'avoir des retours? Est-ce que ça te permet peut-être
de te corriger, de réorienter, d'échanger? Enfin, Non, parce que l'écriture, c'est assez personnel. Et puis, quand ils ont lu le livre, tu peux rien changer, quoi. Oui, mais pour la suite. Pour la suite, oui. Par exemple, s'il y en a beaucoup qui te font un commentaire sur un personnage qu'ils détestent ou au contraire un personnage secondaire qu'ils vont beaucoup aimer, est-ce que toi ça va t'influencer pour dire tiens celui-là je vais peut-être te dégager ou celui-là je vais lui donner plus d'importance? Non, je pense pas parce que dans mon esprit en fait je suis obligé de le regarder à très long terme puisque c'est une série de romans et je sais où chaque personnage doit aller en fait et ce qu'il va faire à un moment précis. Donc mes personnages ils ont beaucoup de caractères, des caractères très différents mais ils ont beaucoup de caractères. Certains ont beaucoup de charisme, d'autres un peu moins, c'est volontaire. Et ils sont surtout pas parfaits. Il n'y en a aucun de parfait. Guy Nicole, c'est loin d'être quelqu'un de parfait. Sandra Jane qui l'accompagne, il s'appelle Emma Deller, voilà, Henri Dumont. Tout ça, c'est des personnages qu'on peut tous critiquer. Et les critiques, pour moi, elles sont toutes les bienvenues à partir du moment où elles sont fondées, quoi. Moi, je peux tout entendre sur mes romans, il n'y a pas de souci. À partir du moment où la personne l'a lu, ça ne me pose pas de problème. Au contraire, je suis hyper heureux d'échanger avec mes lecteurs. Et pour l'instant, ce que mes lecteurs m'échangent, franchement, je suis super heureux, quoi, parce qu'ils sont vraiment rentrés dedans, ils ont vraiment compris le roman. Et c'est juste un bonheur quand un lecteur te dit j'ai ri énormément, j'ai pleuré beaucoup, j'ai envie de connaître la suite. Et ces personnes-là, elles vont devenir indispensables à ma vie, quoi. Donc ça, quand on me dit ça, c'est cool, quoi. Et tu me disais pendant la pause que tes lecteurs, il n'y en a pas qu'en France. Non, parce que Amazon... ce qui est la magie d'Amazon, c'est qu'ils te disent où t'en as vendu. Donc je sais que j'en ai vendu aux États-Unis, au Canada, au Japon, en France bien évidemment. Mais il n'a pas été traduit, c'est le livre... Alors non, pour l'instant il n'est pas traduit. C'est le livre en français qui est acheté par des francophones qui vivent à l'étranger. Donc même au Japon, oui il y a des Français au Japon. Et donc c'est ça qui est génial. Et par contre, je suis en train en fait d'essayer, pour l'instant d'essayer, je dis où j'en suis, je suis en train d'essayer de le faire traduire en anglais. Parce que Amazon pour eux c'est important de l'avoir en anglais, donc ils m'ont conseillé, ils disent tu peux avoir la traduction anglaise assez rapidement. Alors ce que je veux c'est qu'il soit vraiment traduit comme j'ai des phrases, je suis un peu un staccanovis du truc, mais comme j'ai des phrases un peu timées et des phrases où j'espère bien construites et qui font réfléchir mon lecteur, et j'ai envie que la traduction soit dans le même état d'esprit. Oui, puis tu me parlais tout à l'heure du rythme qui est important, vu qu'il y a des scènes, tu expliquais que tu les écrivais avec le rythme d'un morceau de musique ou d'une chanson. Ouais. Et donc, si tu le traduis et qu'il n'y a plus du tout le même vocabulaire et la même mise en forme, si je puis dire... Alors, du coup, ça va faire comme les doublages dans les séries, quoi. L'anglais ne se prononce pas à la même vitesse que le français, etc. Et le japonais encore moins, mais bon, voilà. L'avantage, c'est qu'on sort, avec Amazon, on sort sur 7 plateformes différentes. Donc oui, on se retrouve Amazon États-Unis le même jour. Amazon États-Unis, Italie, Espagne, Allemagne, Angleterre, Japon, tout ça en même temps, le même jour. 12 juillet, boum, c'est sorti par là. Et là, du coup, ce qui est rigolo, c'est de voir, il y en a un au Japon, il y en a qui se vendent là, il y en a un qui se vend là. Et ça, c'est drôle, quoi. Et je veux vraiment le traduire en anglais. Je rêverais qu'il soit traduit en japonais. En plus, j'adore le japonais. Bon, je suis nul, mais j'adore le son, la sonorité de la langue. J'adore ça. J'aime bien les sonorités. Voilà, même des langues, toutes les langues étrangères, je les parle pas, à part l'anglais, mais j'aime bien. Voilà, j'aime bien les sonorités de ces langues-là. Et on va tester justement ton accent anglais, qui est nul. Pour que tu, par contre, attends, il me faut tu nous annonces. Le deuxième numéro que j'ai retenu, c'était le 10. Donc c'est Live Before I Die. Les Corses, tout de suite sur la voix d'Ambroise Paré. La voix d'Ambroise Paré, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. Et vous êtes bien sur la voix d'Ambroise Paré, la radio de l'hôpital. C'est Antoine au micro pour mon émission 1 heure ensemble, avec aujourd'hui mon invité Hervé Nicolas alias Guy Nichols pour son premier roman d'une nouvelle saga qui s'appelle La vie commence hier. Alors on a évoqué ensemble le rythme auquel tu écrivais, ce qui t'inspirait, dans quelles conditions tu te mets pour écrire, et tu avais aussi envie de nous parler de quelque chose qui pour toi était un défi. C'est qu'à l'intérieur du livre, il y a une mise en page particulière avec des SMS. Oui. C'est-à-dire comme si on faisait des
capture écran d'un écran de téléphone avec des échanges SMS. Absolument. Alors du coup, pourquoi j'ai voulu ça ? Parce que, mais comme je l'ai dit, les romans sont très contemporains. Les personnages, à part celui d'Henri Dumont qui est à plus de 60 ans, les autres personnages ont entre 23 et 26 ans. Donc voilà, ils sont un peu tous de la même génération. Et pour moi, ces textos qu'on peut échanger parfois avec quelqu'un qu'on aime ou sa meilleure amie, son meilleur ami, etc., on peut parfois lui dire des choses plus facilement que s'il était en face de nous ou si on l'avait au téléphone. Et parce qu'on l'a par texto. Et il se trouve que j'avais envie que les lecteurs comprennent cette fameuse façon de se dire les choses, qui sont les SMS. On en a tous échangé, des fois à des heures pas possibles, avec quelqu'un qui avait besoin de parler ou autre. Et les SMS, voilà, ils sont présents dans le bouquin, donc ils se présentent sous la forme de SMS. C'est tout bête, mais voilà, ça se présente comme ça. Pour décrire à nos auditeurs, oui, c'est vraiment des bulles. Alors, je crois qu'il y en a 7 ou 8 pages en tout dans le. Comme si on regardait un écran de téléphone finalement. C'est-à-dire avec qu'à un moment donné, l'auteur va dire. Voilà, il envoie la photo, il dit j'envoie la photo d'Emma devant le rocher, attends la réaction qui ne tarde pas, et voilà, et boum, et sa réaction ne tarde pas, il reçoit le texto, il répond, et on voit même, il y a des petits cœurs, des petits symboles, comme on peut avoir. Et ça, c'était un vrai défi au niveau mise en page, parce que là, on est quand même sur du monochrome, donc c'était compliqué. Donc, Frédéric Thomé, qui m'a fait la mise en page du bouquin, il s'est bien amusé à les faire. Enfin, amusé, c'est pas le terme, mais il a réussi. Donc, ça rend bien, puisque c'est assez simple à lire. On a une bulle à gauche, une bulle à droite à chaque fois, donc on sait qui reprend la parole. Et puis on voit qu'il y a deux teintes, même si c'est en monochrome, deux teintes différentes. Donc on distingue bien. Alors au départ, il y en avait un qui était plus foncé que l'autre, avec les lettrines blanches, mais ça n'a pas été validé. Ah donc, oui, pour lire, ça devait être un peu compliqué. En fait, ça apparaissait. Il y avait rien qui apparaissait, grosso modo, et non, c'était pas possible. Au niveau de l'impression, c'était pas possible. Donc ils nous ont fait corriger ça, on a corrigé. Et il y en aura dans tous les gynécoles, il y en a. Voilà, dans tous les gynécoles, il y aura à un moment donné des personnages qui échangent des textos comme ça, qui se disent des choses. Ou du coup, ça me permet aussi de faire que les réactions soient rapides. Oui, entre des personnages. Par SMS, on va avoir des échanges très concis, très rapides. Voilà, très vifs. Et des décisions du coup qui sont prises comme ça. Et du coup, ça me donne un rythme dans le roman, pour moi, dans l'écriture. Voilà. Et comme j'ai fait un roman très imagé, vous n'allez pas avoir des pages et des pages de description de lieux ou autres. Puisqu'on ressent vraiment ce que le personnage voit, et le personnage il vous décrit pas l'endroit pendant des pages et des pages, quoi. C'est un peu comme un impressionniste sur un tableau. Il te donne ses impressions. Il te dessine pas le truc à l'école hollandaise où ça va être très précis, très pointu. Non, il va te donner l'impression, ce qu'il ressent. Et moi, quand j'écris, c'est ce que ressentent mes personnages et l'impression qu'ils ont. Donc, du coup, ça continue à être un roman du coup visuel, et je pense que c'est cette modernité que j'avais besoin de mettre en fait dans les romans, voilà. Cette espèce d'impressionnisme, voilà. C'est peut-être un peu compliqué moderne. Ce que je dis, mais oui, non, mais je comprends. C'est-à-dire, on est dans le et puis dans l'immédiateté. Les SMS, c'est ça. C'est l'immédiat. Alors, ce qui peut avoir le revers de la médaille, c'est que des fois, on peut échanger beaucoup de messages pour ne rien dire. Ça, c'est un autre débat. Là, j'ai évité ça. Il y a pas ça. Quand ils font des SMS, c'est vraiment pour se dire des choses. Parce que les SMS qu'ils font pour se dire ceux-là, ils sont pas dedans. Hein. Simplement, on sait qu'ils en échangent, mais c'est tout. Après, c'est des SMS de banalité, on va dire. Oui, voilà. Non, là, ça construit vraiment le roman, et ça sert au roman, vraiment. Et ça sert aussi au personnage. Et ça sert à connaître davantage le caractère d'un personnage. La façon dont il va écrire son SMS et dont il va répondre à une question importante. Ça va donner des infos sur son caractère, je pense. Et donc, en parlant des personnages, alors on fait un peu l'émission à l'envers, c'est-à-dire qu'on arrive à la fin de l'émission, et c'est là où je te demande de nous parler du pitch, puisque depuis tout à l'heure, voilà, mais on est original aussi, si on fait pas comme tout le monde, voilà. Ouais, okay. Depuis tout à l'heure, tu nous parlais donc de Henri Dumont, oui. L'homme d'affaires. Tu nous parles de Guy Nichols. Oui. Donc, est-ce que tu peux
en quelques instants nous faire le pitch de ce premier roman et peut-être un petit teasing sur la suite. Les personnages principaux, en fait, évidemment, Guy Nichols, c'est écrit dessus, mais alors Guy Nichols est un ancien champion olympique de tir, champion olympique de tir au JO d'été, notamment à Londres, où il a fait 9 médailles d'or. Et il est aussi champion olympique, mais en biathlon, pour les JO d'hiver. Donc ça, si j'ai vérifié, c'est la première fois que ça se fait. Parce qu'il a une telle capacité de tir qu'il gagne tellement de temps, et il tire toujours au but. Et en biathlon, il compense le fait qu'il soit moins physique que les autres. Mais par contre, en biathlon, il gagne toujours sur la corde raide, il est toujours limite. C'est compliqué pour lui, alors que pour le tir, il a une espèce de facilité déconcertante où je me suis renseigné, c'est-à-dire qu'il a un œil directeur, il a un œil qui travaille avec sa mémoire, donc il peut viser un point et se tourner la tête et son doigt ne va pas bouger, il va rester sur ce point-là et donc viser juste. Donc ça peut arriver, ça. Voilà. Les pilotes de chasse ont un peu ça, notamment. Voilà, on a Emma Deller qui est une jeune femme de 23 ans, qui est une communicante, qui est la communicante d'Henri Dumont. Qui pour plein de raisons, les lecteurs le découvriront dans le roman, elle est recordman du monde en fait de followers sur Twitter et sur Instagram. C'est-à-dire que c'est elle qu'on a le plus, et parce qu'il y a une raison pour ça, voilà. Donc elle est très très à fond tout le temps, très joviale, très moderne, très voilà. C'est une petite blondinette à cheveux courts. Voilà, j'ai pensé même à la coiffure, pour le dynamisme. Voilà, c'est mon côté un peu perfectionniste qui ressort. Et qu'est-ce qui va les lier, ces deux personnages? Guy Nichols, en fait, 3 ans auparavant, il a sauvé cette femme. Il a sauvé cette femme d'un violeur, tout bonnement. Voilà, il l'a sauvée et il a été obligé de faire une chose qu'il n'aurait voulu jamais faire, parce que Guy Nichols, il est fait pour tirer sur des cibles et non sur des personnes. Voilà, lors d'un voyage aux États-Unis, il se trouve qu'elle est là-bas. Il se trouve qu'il y a une espèce de tueur en série qui est un violeur et lui, il n'hésite pas et il la sauve et ça détruit sa vie. Et pendant 3 ans, il se coupe du monde entier. C'est-à-dire qu'il ne se réinscrit pas au prochain JO. Parce qu'il a tiré, même si c'était la dernière des pourritures, ce type, il a abattu un être vivant et pour lui, c'est terrifiant d'avoir fait ça. Et il se retrouve. Il n'a jamais voulu retrouver. Il n'a jamais voulu. Parce qu'après, il l'a porté, cette jeune femme. Il n'a pas pu empêcher le viol, il a juste pu empêcher le fait que ce horrible personnage la tue, parce qu'il fait ça après, il les viole et il les tue. Donc il y a eu malheureusement un tueur en série qui a agi comme ça aux États-Unis, je me suis renseigné, j'ai changé juste son nom, c'est tout. Et il se trouve que Guy Nichols a mis un terme à tout ça et que tout le monde, il est devenu le héros d'un peuple et du coup un héros aux États-Unis. Déjà, il l'était grâce à ses 9 médailles d'or, mais il est devenu un héros aux États-Unis. Et il a été adulé pour ça, donc il a détesté ça. Et il a vendu tout ce qu'il possédait. Il n'a acheté que des voitures qu'il a placées dans plein de pays qu'il aime. Et chaque fois qu'il part dans ce pays, il vit dans sa voiture, il dort dans sa voiture et il va à la rencontre des gens. Et il aide des gens à retaper une baraque, un truc. Il fait ça pendant 3 ans. Et le problème, c'est que pendant 3 ans, mais il n'a pas voulu revoir cette jeune femme. Et que là, au tout début du livre, donc je spoil vraiment pas beaucoup, c'est vraiment les premières pages, il va voir Henri Dumont et il le sait. Et il sait que Henri Dumont a à son service une communicante extraordinaire, qui est Emma Deller, qui est cette jeune femme qu'il a sauvée 3 ans auparavant. Et là, ça y est, il se décide et il y va. Et il va lui parler. Voilà. Et pour lui, c'est très difficile de faire ça. Parce que ça lui rappelle le fait qu'il a tué quelqu'un. Voilà. Et pour connaître la suite, il faut acheter le bouquin. Oui, absolument, oui, absolument. Il faut acheter le bouquin. Oui. Et ce que tu nous expliquais pour rappeler à nos auditeurs, c'est que le principe, c'est que ça va sortir tous les 2 mois. Absolument. Un tome tous les 2 mois. Oui. Là, tu en as quelques-uns d'avance. Il y en a 7. 7 d'avance. Exactement. Voilà. Tu me disais en début d'émission que tu ne sais pas combien il y en aura en tout, mais est-ce que ça c'est les mêmes personnages sur les 7 ou est-ce que il va y avoir des va-et-vient des personnages dont l'histoire va finir, tu vas en faire venir d'autres est-ce que tu sais, peux nous en dire un peu plus ou pas, ou c'est secret? Il y a des personnages qui vont s'ajouter, comme dans une série télé, ni plus ni moins, et il y a des personnages qui vont disparaître. Tu veux pas trop en dire. Je vois le petit sourire là, gêné en disant bon, qu'est-ce que je peux dire, qu'est-ce que je peux pas dire. Mais... Et c'est terrifiant pour moi d'avoir mais je l'ai fait parce que je voulais pas que mes lecteurs pensent que tout était définitif. Et il y a rien d'irréversible en fait dans mon écriture et je me campe pas sur
voilà, en disant celui-là, mais non, ce personnage-là, il peut pas mourir comme dans les séries. Mais dans mon écriture, si. Donc bon, voilà. Mais c'est difficile pour moi parce que voilà. Mais bon, Oui, on sent une certaine émotion quand on parle. Oui, on sent que t'as du mal. Quand j'étais obligé de le faire, j'ai pleuré. Ah, à ce point-là. Ah oui, tu t'y attaches. Ouais, non, là, oui, ouais, franchement, oui, parce que c'est un personnage que j'adore, quoi. Donc, mais donc il existe pour les romans, pour toi. Tes personnages existent vraiment. Non, pas à ce point-là, mais quand j'écris, quand je suis derrière mon ordinateur, oui, ils existent. Donc ils existent longtemps pour moi par jour. S'il leur arrive quelque chose, ça m'affecte énormément. Oui, bien sûr. Oui, c'est-à-dire que le lendemain, je suis pas bien, quoi. Mais c'est toi qui écris l'histoire. Oui, je sais. Donc, je sais, mais je l'écris d'une façon où j'y mets tellement d'émotions et de sentiments quand il arrive quelque chose à mes personnages que pendant que j'écris, je ressens ça. C'est-à-dire que, oui, je suis vraiment triste pour eux. Je peux pas lutter, je peux pas faire autrement. Après, je retourne à ma vie de tous les jours, voilà. Mais quand je vais me repencher sur l'ordinateur, j'ai dit, ouais, j'en suis là. Et je suis resté bloqué pendant plusieurs jours sans pouvoir continuer d'écrire après ce que j'avais écrit, quoi. En disant, est-ce que je change? Est-ce que j'ai le courage de garder? Est-ce que je change? Et j'ai gardé. Et je pense que j'ai bien fait parce que après ce qui arrive après me fait dire que j'ai bien fait. En plus, j'ai une lectrice test. Mais on s'y attache à. On s'y attache à. J'ai lu les 7. À quel point ces personnages. Je fais sa dédicace à Mini Stéphanie. Voilà. On s'y attache à quel point ces personnages? C'est-à-dire que quand tu vas arrêter d'écrire, tu fermes l'écran d'ordinateur, tu repars à d'autres activités, mais ils sont toujours dans ta tête ou tu les laisses dans l'ordinateur et tu les reprends le lendemain? Ils sont toujours dans ma tête, par exemple, quand je vais avoir des temps morts, je vais me retrouver dans un embouteillage, je vais écouter des chansons, je vais y réfléchir, quoi, voilà, parce que j'ai rien d'autre à faire. D'abord, je déteste perdre mon temps. Du coup, mais par contre, je pense pas à ce que je vais écrire par la suite. C'est-à-dire que je ne suis pas en train d'écrire la suite dans ma tête. Mais je pense à ce que j'ai écrit avant. Voilà, est-ce que ça me va? Voilà. Je relis beaucoup pour la musicalité du texte, en fait, pour voir si je retravaille des phrases voilà, où j'ai envie de faire réfléchir mon lecteur. Voilà, ou même des lecteurs qui se poseraient des questions dans leur vie ou autre. Je me dis que peut-être qu'en lisant la réaction de mon personnage, ou oui, ça peut leur apporter des réponses à eux, quoi. Ouais, il y a de l'émotion, il y a du sentiment, il y a des questions qui se posent comme ça, qui sont aussi les miennes. Et on peut pas lutter, on est ce qu'on est, et voilà. Et je pense que c'est ce qui fait que mes lecteurs m'ont dit pour l'instant que mes personnages avaient une sincérité qu'ils avaient pour l'instant encore rarement lue. Voilà, on les sent vraiment sincères, vraiment, quoi. Il n'y a pas de faux semblants, il y a pas. J'arrive pas à faire, quoi. Donc je vais faire comme. Tu écris comme tu es dans la vie. Moi qui te connais depuis quelques années, c'est ça. C'est gentil. Mais avec passion. Je vais le prendre comme un compliment, mais j'écris. Ouais, mais ça me passionne, c'est sûr. Hein, voilà. Et ces personnages-là, quand je regarde ce personnage qui est là à l'arrière, il est énormissime pour moi. C'est un personnage qui est aussi important que Guy Nichols lui-même, quoi. C'est un personnage qui est hyper important et qui évolue à ses côtés. C'est le bras droit d'Henri Dumont, voilà, tout bonnement. C'est une sorte, on l'appelle un peu une éminence grise. Elle se compare un peu parce qu'il y a des références un peu geek aussi. Ah bah tiens. C'est-à-dire que comme ils ont l'âge qu'ils ont, on va les voir. Oui, ils vont jouer à Smash Bros. Ils vont être en train de se comparer leurs résultats. Ils vont parler de super-héros. Tout de suite, ça va partir en live parce que ils vont dire, mais moi, je veux pas jouer de Batman parce qu'il a pas de pouvoir, parce que les autres Superman c'est cheaté. Donc, mais bien sûr que non. Enfin, ça part sur des trucs comme ça par moment parce qu'ils sont jeunes et autres et qu'ils ont les conversations qu'on peut avoir nous aussi, quoi. Ils ont exactement les conversations que moi aussi je peux avoir. Ils vont dans des lieux où je vais. Ils ont des amis que moi j'ai. Par exemple, Thomas Dutronc, il est dans les bouquins. Dans les bouquins, c'est mon pote. Il est dedans. Voilà, c'est tout. On a Samuel Enrobia, mon pote, qui est en équipe de France de handball et qui joue à Tremblay là. Mais il est dedans et il est nommé. Il est nommé. C'est Samuel Enrobia. Il est dedans. Tu vas pouvoir parler de la radio d'Ambroise Paré la prochaine fois, vu qu'il y a l'hôpital dans le roman. Mais t'as qu'à leur mettre une radio à l'hôpital. En scoop. Alors il y a un autre truc aussi que je fais, c'est que sur la couverture du roman, donc ça c'est Frédéric Thomé qui me le fait parce que je lui demande. Je fais une frise, comme une frise temporelle,
Et si on regarde bien, c'est partout où vont se retrouver les personnages pendant le roman. C'est-à-dire, on voit la Tour Eiffel parce qu'à un moment donné, ils vont être en dessous. On voit le château d'Édimbourg parce que, bon, là, ils vont pas au château d'Édimbourg, mais ils sont en Écosse. Ils se déplacent en Concorde, on le voit. Ils sont dans ce grand hôtel à Londres, dont j'oublie tout le temps de nom, je suis obligé de me faire des penses bêtes. Pour ça. Et voilà. Et puis, on voit le manoir de Boulogne, qui est un manoir anglo-normand. Et dans chaque Guy Nichols, la frise change. Et d'un coup d'œil, par exemple, dans le 2, Scoop, ils vont être en Australie. Donc, on voit l'opéra de Sydney. On y voit la façade d'Ambroise Paré, parce qu'il se passe des choses aussi là, parce que c'est l'hôpital d'Henri Dumont. Donc on verra la façade d'Ambroise Paré, puis on verra d'autres lieux que je ne dis pas pour le moment, mais voilà. C'est aussi un truc, voilà. En jetant simplement un coup d'œil ici en bas, tiens, ils vont aller là, ils vont aller là, ils vont aller là, on verra, c'est cool. Voilà. Et donc pour les auditeurs, pour conclure cette émission, je vous rappelle le titre du roman « La vie commence hier ». L'auteur, le pseudo Guy Nichols, qui est aussi le héros de cette série, exclusivement sur Amazon. Absolument. Et pour finir cette émission, tu as 1 minute pour passer un petit message. Tu m'en parlais pendant la pause musicale. Un petit message aux auditeurs qui, comme toi, sont passionnés par l'écriture. Alors, le message, il n'est pas forcément à mes lecteurs. Il est, ça peut être aussi mes lecteurs, c'est pas le problème, mais il est aussi à tous les auteurs. On va dire en herbe, j'aime pas trop le terme, bon, bref, peu importe. Un arbre au départ, c'est finalement qu'un brin d'herbe, bref, mais qui se lance, voilà, qui laisse pas leur écriture dans un coin, qui fasse lire ça à d'autres. Parce que souvent, on dit ah bah non, mais si on me dit que c'est pas bien, on en reprend la référence geek de Marty McFly qui veut pas faire écouter au début de Retour vers le futur ce qu'il joue, parce que tu imagines si un jour on me dit c'est pas bon. Et son père qui écrit des bouquins, machin, il dit si un jour on me dit c'est pas bon, mais il s'en fout, vas-y, lance-toi, fais-le lire à des amis, à ta famille, fais-le lire, voilà, et tu verras bien ce qu'on t'en dit. Et tiens compte de ce qu'on te dit, pas tout, et surtout, faut croire en soi, quoi. Voilà, après, à partir où on y croit, moi les Guy Nichols, voilà, c'est des romans que j'adore et j'y crois évidemment à 200%. Et pour l'instant, les retours des lecteurs me confortent en fait dans cet avis. Donc, lancez-vous. Quand vous sortirez de l'hôpital en pleine forme, lancez-vous dans toutes vos passions, que ce soit la lecture ou autre chose. Voilà. Il n'y a pas d'endroit mieux que je trouve que même écrire. Moi, j'ai déjà écrit. J'ai été opéré du dos et j'ai écrit pendant ma convalescence, et pendant que j'étais à l'hôpital, j'ai écrit. Parce que on est obligé de rester dans un lit et on écrit très bien dans un lit. Eh ben on va finir sur ça. On va souhaiter à tous nos auditeurs de ressortir très vite en pleine forme. Absolument. Je te remercie énormément d'être venu à nouveau à l'association. C'est moi qui vous remercie. Voilà, mon petit doigt me dit qu'on se reverra bientôt de toute façon. Hein. Tu es un habitué de l'association. Chers auditeurs, on vous embrasse. Portez-vous bien. Rentrez en pleine forme chez vous. Et on vous souhaite une très belle journée sur la voie d'Ambroise Paré. Et je vous remets sur le flux musical.